titre de l'actualité, la chanteuse franco-malienne Rokia Traoré est rentrée au Mali de la France, malgré un jugement d'un tribunal parisien demandant son extradition à la Belgique. Testé positif au Covid-19, le vice-président du Soudan du Sud et ex-rebelle Riek Machar s'est mis en quarantaine dans sa résidence pour 14 jours. Et puis Donald Trump a affirmé qu'il n'a aucun symptôme du Covid-19 alors qu'il révèle qu'il prend de l'hydroxychloroquine à titre préventif contre le coronavirus. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Le gouvernement malien a plaidé ce lundi pour la recherche d'une solution équilibrée après le retour à Bamako de Rokia Traoré. En revenant au Mali, la chanteuse franco-malienne a violé une interdiction émise par la France qui devait la remettre à la Belgique dans le cadre d'une procédure liée à la garde de sa fille. Malgré un jugement d'un tribunal parisien demandant son extradition à la Belgique dans le cadre du litige qui l'oppose au père de sa fille, la chanteuse malienne Rokia Traoré est rentrée au Mali de la France. Après son retour à Bamako, le gouvernement malien a plaidé ce lundi pour la recherche d'une solution équilibrée. Lors d'une rencontre avec les ambassadeurs de Belgique et de France au Mali, le chef de la diplomatie, Thiébile Dramé, a invité toutes les parties au dialogue en vue de privilégier l'intérêt de l'enfant âgé de 5 ans. Le gouvernement malien, qui avait auparavant exprimé sa solidarité avec la chanteuse, encourage les avocats des deux parties à se rapprocher pour trouver une solution équilibrée, a indiqué dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie a par ailleurs invité Han Gossen, père de l'enfant, et son avocat à venir au Mali dès que les conditions le permettront pour poursuivre la recherche d'un juste compromis selon la même source. Le mandat d'arrêt qui vise la chanteuse franco-malienne pour enlèvement, séquestration et prise d'otage a été émis par un juge d'instruction de Bruxelles. Il découle du non-respect d'un jugement rendu fin juin 2019 et exigeant la remise de sa fille à son père, dont Rokia Traoré est séparée. Mais la chanteuse et guitariste, qui a affirmé sur Facebook avoir quitté la France par un vol privé, conteste la décision de la justice belge de confier la garde exclusive de l'enfant à son père. Selon son avocat, une décision de la justice malienne a accordé à la chanteuse la garde de sa fille. Pour rappel, Rokia Traoré avait été détenue à Paris en mars dernier après un mandat d'arrêt émis par les autorités belges pour enlèvement d'enfants. La base aérienne stratégique d'Al-Watiya, située à 140 km au sud-est de la capitale libyenne Tripoli, de nouveau aux mains du gouvernement d'union nationale. C'est du moins ce qui a été annoncé par les autorités qui expriment leur victoire sur leur rival, loyal au maréchal Khalifa Haftar. Les pro-gouvernements d'union nationale ont intensifié les raids aériens contre leurs rivaux ces dernières semaines, visant notamment leurs lignes d'approvisionnement autour de la base d'Al-Watiya et la ville de Tarouna, désormais la seule base arrière des pro-Haftar, située à quelques 80 km au sud-est de Tripoli. Aux dernières nouvelles, l'une des bases aériennes stratégiques du camp adverse est tombée aux mains du gouvernement d'union nationale. Jusqu'à lundi soir, les troupes du maréchal Haftar n'avaient pas réagi à cette annonce qui intervient après plusieurs semaines de siège et de tentatives infructueuses par les pro-gouvernements d'union nationale pour capturer cette base qui était utilisée par leurs rivales pour faire décoller leurs avions. L'homme fort de l'Est libyen essuie ainsi un nouveau revers dans son offensive contre la capitale libyenne lancée il y a un an. Et ce, après la perte il y a quelques semaines de 2 villes stratégiques dans l'ouest libyen. Lundi, le porte-parole des forces du gouvernement d'union nationale a indiqué que 3 systèmes de missiles de défense aérienne de fabrication russe ont été détruits entre dimanche et lundi avant leur déploiement dans la base d'Al-Watiya. Depuis le début de l'offensive du maréchal Haftar, en avril 2019, les violences ont fait des centaines de morts et poussé à la fuite quelques 200 000 personnes.
Au Soudan du Sud, le vice-président Riek Machar a été testé positif au Covid-19 et s'est mis en quarantaine dans sa résidence pour 14 jours. C'est ce qu'a annoncé ce lundi son bureau sur son Facebook. Le vice-président du Soudan du Sud, Riek Machar, sa femme ministre de la Défense, Angelina Teny, et plusieurs membres de son équipe, ainsi que des gardes du corps, ont été testés positifs au Covid-19. L'ex-rebelle, qui ne présente aucun symptôme, s'est mis en quarantaine dans sa résidence pour 14 jours, a indiqué son bureau sur sa page Facebook. Selon les derniers chiffres publiés ce lundi par le ministère de la Santé, le Soudan du Sud, indépendant 2011, et qui émerge de 6 ans de guerre civile dévastatrice, a déclaré officiellement 339 cas de contamination au coronavirus et 6 morts. Bien que ce nombre soit bas, les agences humanitaires relèvent une augmentation rapide des cas ces derniers jours. La semaine dernière, le virus a atteint un camp de 30 000 déplacés sous protection de l'ONU depuis 2013 dans la capitale Djouba. 2 cas y ont été contaminés. Un cas a été aussi signalé dans le camp de Bentiu, dans le nord du pays, qui accueille 120 000 déplacés. Le Soudan du Sud a toujours un grand besoin d'aide humanitaire, même si les deux rivaux, dont la guerre a entraîné beaucoup de violence et de souffrance, Riek Machar et le président Salva Kiir ont enfin formé un gouvernement d'union nationale en février dernier. Pendant ce temps, les églises et temples ont rouvert en Côte d'Ivoire après plusieurs semaines de fermeture dues à la pandémie de Covid-19. Cette fois, l'église a pris les mesures idoines pour faire respecter les bonnes pratiques dans le rang des fidèles. Quant à ces derniers, ils se sont dit heureux de retrouver la voie des lieux de culte. On les suit. Mais c'est la joie, la joie. Je ne vois pas les sourires parce que les bouches sont cachées par le masque, mais c'est dans les yeux. Je vois la joie dans les yeux de mes paroissiens et moi aussi je suis heureux. Maintenant que l'opportunité nous a été donnée, nous respectons scrupuleusement les consignes et nous avons fait un aménagement pour rester dans le cadre de la sécurité. C'est une grande joie car on sent vraiment la résurrection que nous n'avons pas pu célébrer le jour de Pâques, mais aujourd'hui vraiment on sent la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ et sa gloire qui s'est manifestée. Aux États-Unis, le président Donald Trump a révélé ce lundi qu'il prenait de l'hydroxychloroquine à titre préventif contre le coronavirus au mépris des recommandations des autorités sanitaires américaines. Une information qu'a confirmé le médecin de la Maison-Blanche. Lors d'un échange avec les journalistes ce lundi, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il prend tous les jours de l'hydroxychloroquine, un médicament contre le paludisme dont l'éventuelle efficacité contre le coronavirus n'a pas été démontrée rigoureusement à ce stade. Le département des vétérans américains a publié un rapport dont les résultats sont très peu scientifiques d'ailleurs. Mais je reçois beaucoup de nouvelles extrêmement positives sur l'hydroxychloroquine. Et je me suis dit, qu'est-ce que vous avez à perdre? Mais qu'est-ce que vous avez à perdre à l'essayer? Personnellement, je le prends depuis 1 semaine et demie environ. Et ça, tous les jours. Je prends un sachet par jour. L'information a été confirmée par le médecin de la Maison-Blanche qui a révélé qu'après de nombreuses discussions avec Donald Trump, il avait été conclu que les avantages potentiels d'un traitement à l'hydroxychloroquine l'emportaient sur les risques relatifs. Le locataire de la Maison-Blanche a par ailleurs affirmé qu'il n'avait aucun symptôme du Covid-19. Il a précisé qu'il était testé très régulièrement et que tous ces tests jusqu'ici avaient été négatifs. Mais au moment même où le président américain faisait cette annonce inattendue, l'université Johns Hopkins annonçait que les États-Unis avaient franchi ce lundi la barre des 90 000 décès liés au Covid-19. On retrouve cette fois-ci Kodjovi Ametonou pour la revue de presse Afrique.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue. La présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire occupe les esprits malgré la menace de Covid-19. Le nouveau réveil s'est penché dans sa parution du jour sur la vie juridique de la CEI et du code électoral. Le journal conclut que les ordonnances du président Ouattara sont fort clos. Les députés du PDCI estiment que ces tests ne peuvent être analysés par le Parlement. Réforme de la CEI, processus électoral, menace sur le scrutin 2020. Asseyons-nous et discutons, propose à la une du journal Le Bélier Intrépide, le groupe parlementaire PDCI qui dénonce d'ailleurs les basses manœuvres du régime Ouattara. Dans cette ambiance, l'après-Ouattara se prépare activement. Amadou Gon Coulibaly, dans sa convalescence à Paris, s'est entretenu avec les femmes du RHDP. L'essentiel de leur conversation à retrouver dans les colonnes du journal. En attendant de faire la lumière sur sa mort, l'intelligent nous informe que tout n'a pas été encore dit sur la mort du Tchèque Aïma Boukari Fofana, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Le Mali renouvelle son gouvernement et les supputations vont bon train. Les Échos se demandent si le pays va vers un renouveau au sortir de ce remaniement. Les religieux reprennent la parole et Tans Ibeka écrit pour sa part l'indépendant. Aucun domaine de la vie politique, sociale et sécuritaire n'a été occulté durant cette sortie. Chefferie coutumière à Goulmou au Burkina Faso, 2 rois pour un trône, écrit Le Quotidien. Le quotidien numérique fait de sa manchette cette œuvre des artistes sculpteurs burkinabés. La statue en bronze de Sankara rénovée, elle est mise à la disposition du public désormais. Le père de la révolution burkinabé a été assassiné en 1987, un crime donc. Et parlant de crime contre l'humanité, le Messager nous informe que l'État camerounais est à la barre à Paris. Justice togolaise toujours, écrit liberté cette fois, les libérations choisies sous fort Nyasingbe. Et c'est sur cette revue de presse Afrique que prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.